Faire de la magie en manipulant des mots, puis se découvrir une âme de révolutionnaire. Fusionner son cerveau avec des modules d'IA, puis mettre ses compétences au service d'une rébellion féminine. Naviguer sur les bayous de l'Alabama, hantés par des fantômes et des créatures monstrueuses, pour mieux combattre le spectre des secrets de famille. Quel univers allez-vous explorer aujourd'hui ? Dans cet épisode, les lectures de la World Builders présentent Babel, Soma et Blackwater, et promis, aucun spoiler. Quoi de neuf ou d'ancien dans les genres de l'imaginaire ? Je vous partage mes dernières lectures parce qu'on a toujours besoin d'alimenter notre gigantesque pile à lire. Au moment exact où le pied d'Anthony toucha le seau, la lourde porte en bois pivota de son propre chef. À l'intérieur, baignés par des lampes d'une lumière dorée, apparurent des escaliers, des étudiants en robes noires très affairés et des livres. Robin se figea, trop ébloui pour suivre le mouvement. De toutes les merveilles d'Oxford, Babel était la plus improbable. Une tour hors du temps, une vision de rêve. Ses vitraux, ce dôme imposant, tout cela semblait tiré du tableau accroché dans la salle à manger du professeur Lovell, puis jeté tout entier au milieu de cette rue grise et terne. C'était une enluminure dans un manuscrit médiéval, l'entrée d'un domaine féerique. Qu'ils puissent venir ici étudier, qu'ils aient tout simplement le droit d'entrer, paraissait impossible. Pourtant la tour était là, juste devant eux, à les attendre. Anthony, avec un sourire éclatant, leur fit signe d'avancer. « Eh bien, entrez donc !» Babel est un roman de l'autrice sino-américaine Rebecca Kuang ou R.F. Kuang. Il est sorti en 2022 aux États-Unis, en 2023 en France et a remporté plusieurs prix, dont le Nebula du meilleur roman. Il a contribué à la réputation de R.F. Kuang, dont la plume inspirée est maintenant bien connue dans les milieux littéraires. L'édition française, publiée chez De Saxus, est magnifique. Presque 800 pages, un beau pavé décoré en noir et blanc, avec jaspage, qui rappelle la gravure. Un rendu très Dark Academia, en somme. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? J'aime beaucoup le Dark Academia et j'ai donc adoré l'ambiance qui se dégage de ce roman. J'ai tout de suite pensé au Maître des Illusions de Donna Tartt, un petit groupe d'étudiants dans une université prestigieuse qui étudie les langues et se retrouve aux prises avec des forces qui les dépassent. R.F. Kuang nous offre ici un très beau world building, une sorte d'uchronie ou de fantaisie spéculative. Elle nous emmène au milieu du 19e siècle anglais, dans un monde où la révolution industrielle repose sur la magie des barres d'argent. Cette magie n'est pratiquée que par les traducteurs érudits de Babel, au cœur d'Oxford. Elle est aussi une source d'inégalité, mêlant le racisme et la violence politique à l'histoire. Pour imaginer la magie de Babel, R.F. Kuang s'appuie sur un principe bien connu et résumé par l'adage italien « tradutore traditore ». Traduire, c'est toujours trahir. L'idée, c'est qu'une traduction ne peut jamais être fidèle, car un même mot n'a jamais exactement le même sens dans une langue et dans une autre. Alors tout ça, c'est bien joli, mais quel est le lien avec la magie ? Eh bien, suivant ce principe, les traducteurs de Babel gravent un mot sur la barre d'argent, ainsi qu'une traduction de ce mot dans une autre langue. Le sens qui échappe à cette traduction est catalysé par l'argent et va s'exprimer sous forme de magie. Plus l'écart de sens est grand entre les langues,
plus la magie des barres d'argent est puissante. C'est pour cette raison que Babel s'appuie sur des étudiants qui parlent des langues non occidentales et qui sont arrachés très jeunes à leur pays d'origine et élevés à l'anglaise. C'est le cas du héros, Robin Swift, né à Canton, en Chine, et envoyé en Angleterre. Au début, quand il intègre Babel avec une bourse d'études, il est sur un petit nuage. Il se sent chanceux, reconnaissant et surtout redevable. Mais il découvre vite que son travail sert un empire colonial et des dirigeants racistes et se trouve donc pris au piège. Le génie de R.F. Kuang, ici, tient à la fois à son utilisation des mécanismes de la traduction et à la métaphore de l'exploitation qu'elle en tire. Ses réflexions sur le sens des mots et les différences linguistiques sont fines et très justes. Elle nous plonge dans un monde érudit avec un système de magie très original et personnel. Dans le même temps, elle dresse un parallèle avec l'exploitation coloniale. Les langues des pays dominés sont des ressources à piller. Robin Swift doit mettre sa connaissance des langues chinoises au service de Babel, au profit de l'Empire britannique et contre son pays d'origine. Élevé dans la bonne société anglaise, il n'est jamais reconnu comme un Anglais à part entière et se trouve constamment déchiré entre deux appartenances. Finalement, tout cela ne peut se résoudre qu'en filant la métaphore. Un bon traducteur est toujours un traître. J'ai beaucoup apprécié Babel et son univers. Les relations entre les 4 personnages principaux sont émouvantes et le world-building est remarquable. R.F. Kuang fait confiance à l'intelligence de ses lecteurs et c'est très agréable. Mon seul regret porterait sur le traitement des thèmes chers à l'autrice. Alors attention, je parle bien de la forme et pas du fond. J'ai trouvé que parfois on glissait un peu trop vers la démonstration sèche ou la dissertation. Le dernier tiers du roman, en particulier, est un peu expédié à mon goût, au profit de considérations politiques. C'est comme si l'autrice en avait eu ras-le-bol d'écrire de la fiction et qu'elle décidait plutôt d'écrire un essai sur le racisme, la lutte anticoloniale ou encore l'épineuse question de l'usage de la violence. Le problème, c'est que la lecture devient moins incarnée, moins rythmée et l'histoire en pâtit un peu. Heureusement, dans les 100 dernières pages, le roman retrouve un peu de souffle sans trahir son propos. Il faut dire que ces thèmes sont importants et encore trop rares dans les genres de l'imaginaire. En plus, ils sont issus de l'expérience personnelle de l'autrice. Son roman fournit donc une pensée claire et nuancée sur ces sujets. Je précise que le titre original en entier, c'est « Babel » ou « de la nécessité de la violence ». Ce sous-titre, qui n'est pas mis en avant dans les stratégies marketing, rend plus explicite le fait que ce roman est une métaphore qui va permettre à l'autrice de défendre un point de vue. Dans ce sens, on peut presque voir l'aspect démonstratif comme un parti pris plutôt qu'une faiblesse réelle du roman. Conflits de loyauté et d'appartenance, racisme, appropriation culturelle, formes de lutte contre l'oppression, ce sont des sujets qui travaillent beaucoup R.F. Kuang. Elle continue de les aborder de manière différente dans d'autres romans. 1 an après Babel, elle a publié Yellowface, un thriller contemporain assez génial. Je trouve que dans Yellowface, l'autrice a trouvé un meilleur équilibre entre l'histoire et une réflexion à la fois fine et percutante sur l'appropriation de la culture chinoise. Pour résumer, R.F. Kuang signe avec Babel un roman ambitieux. Et c'est compliqué en fantasy de traiter à la fois des thèmes sociaux, politiques ou philosophiques quand on doit déjà gérer un world-building dense et plusieurs arcs narratifs. Il faut reconnaître que Babel reste un roman très prenant, avec un monde inédit et des personnages diversifiés, non blancs, et ça fait du bien dans la fantasy. J'aime beaucoup R.F. Kuang, je trouve sa plume à la fois inspirée et érudite, et j'ai d'ores et déjà ajouté à ma wishlist son dernier roman, Catabasis. Si vous avez aimé Babel pour son côté Dark Academia, je vous conseille Le Maître des Illusions de Donna Tartt, fondateur du genre. Attention, il y a moins de diversité et c'est du fantastique plutôt que de la fantasy. Mais vous retrouverez l'ambiance étudiante érudite et un goût pour la mythologie et les langues anciennes. Sachez que c'est ce livre qui m'a donné envie d'étudier le grec ancien, donc à vos risques et périls. Si vous avez plutôt été attiré par la critique du racisme et des mécanismes de la colonisation, lisez vraiment Yellowface de la même autrice. C'est un thriller à la fois intelligent et percutant. Moi, je l'ai dévoré d'une traite. Risa savoure ce mélange d'odeurs, permet à sa main d'acier de caresser les feuilles avec un crissement, évacue la tension qui crispe ses omoplates. Elle se laisse nettoyer du monde extérieur. Tu comptes prendre racine ? La voix de Cassidy la fait sursauter. Risa ouvre les yeux pour découvrir son amie, lové dans son fauteuil suspendu,
qui la regarde de ses pupilles violettes. Elle brille légèrement, et Risa y décèle une inquiétude qu'elle tente de dissimuler derrière un sourire. Les sous-tons ocre de sa peau luisent doucement à la lumière des lampes à UV. Ses longs cheveux tressés descendent jusqu'au sol et, sous chacune des délicates tresses, se cache une fibre optique câblée à son système nerveux. Un casque discret émet de petits scintillements blancs à la base de son crâne et la relie à l'interface de connexion homme-machine qui englobe un pan de mur derrière elle. Le visage de Cassidy est entouré de cette couronne lumineuse depuis qu'elle a fusionné avec son Nia. Elle y est connectée en permanence et ne peut s'en défaire. Sa gloire et sa prison, comme elle l'appelle. Alors j'ai déjà parlé de Soma dans l'épisode 1 sur le world building, mais il mérite que j'y revienne un peu parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Soma est un roman court, 160 pages, écrit par Florian Soulas et publié en 2025 chez Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Soma, ensemble des cellules qui composent un corps humain. Dans les rues éclairées au néon de Neo Lutetia, Risa est la seule cyborg. La seule capable de s'interfacer avec n'importe quelle machine, n'importe quelle IA ou n'importe quel être humain. Et si ce n'était plus le cas ? Soma, c'est l'histoire de Risa, une jeune femme un peu particulière parce que c'est une cyborg, elle est mi-humaine, mi-robot. Elle met ses compétences au service de l'Enclave, un groupe qui vient en aide aux femmes et conçoit de nouvelles formes d'innovation technologique. Seulement voilà, au cours d'une mission, Risa tombe nez à nez avec les fantômes de son passé, un passé qu'elle aimerait mieux oublier. Elle se lance alors, malgré elle, sur les traces de sa propre histoire et de son identité. L'action se déroule à Neo Lutetia, un Paris futuriste et cyberpunk où les innovations technologiques sont populaires. Je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, mais cet univers est brossé en quelques traits, toujours de manière très évocatrice et adaptée au récit. Neo Lutetia, avec ses néons, ses cyborgs et ses habitantes au look un peu punk, me rappelle un peu le Los Angeles nocturne et coloré du film Blade Runner de Ridley Scott. Dans Neo Lutetia, les humains sont dépendants de la tech. Charlize est une virtualienne qui se perd tellement dans des réalités virtuelles qu'elle pourrait en oublier de se nourrir. Cassidy a fusionné avec une intelligence artificielle, elle est puissante mais doit rester branchée en permanence. D'autres encore remplacent leurs bras ou leurs jambes par des prothèses qui deviennent des armes. Risa elle-même possède des membres artificiels, un module d'IA dans le cerveau et peut même pirater des esprits. Cet environnement biotechnologique m'a beaucoup fait penser à l'excellente série Orphan Black qui aborde les thématiques de l'amélioration corporelle ou du clonage. Dans Soma, l'innovation technologique creuse les inégalités. C'est pour ça que les femmes de l'Enclave œuvrent à secourir d'autres femmes et à concevoir un monde meilleur où technologie et nature fusionnent pour des innovations mieux partagées. Parmi mes bonnes résolutions, il y avait celle de lire un peu plus de parutions francophones pour découvrir des autrices contemporaines de l'imaginaire. C'est grâce à cette résolution que j'ai découvert Soma de Florian Soulas. J'ai été vraiment séduite par l'équilibre qu'elle maintient entre la dynamique du récit, le monde de Neo Lutetia et les thèmes de fond comme l'identité ou les relations humaines dans un environnement ultra technicisé. C'est bien calibré, efficace et très visuel. Disons-le tout de suite, cet univers n'est pas complètement original, mais on se plaît à l'explorer. En particulier, j'ai été très intéressée par la vision de l'intelligence artificielle comme outil du quotidien, ni bon ni mauvais. On est loin des discours simplistes qui diabolisent ou glorifient l'IA, et c'est rafraîchissant. J'ai vu que certains lecteurs avaient critiqué une issue trop prévisible, mais franchement ça ne m'a pas gênée du tout. D'ailleurs je crois qu'il faut qu'on arrête avec cette tyrannie du plot twist où rien ne compte plus que de prendre le public par surprise. Il y a d'autres intérêts à une histoire. Et justement, une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que tous les personnages principaux sont des femmes. Moi, quand j'écris, j'ai toujours des scrupules à créer davantage de persos féminins. Je me dis souvent « Ah, mais est-ce que ça ne fait pas un peu trop quand même ?» Alors j'essaye de m'affranchir de ce genre de réflexe de quota, mais Florian Soulas, elle, ne tient pas de compte et c'est très bien comme ça. Dans le genre cyberpunk, qui dessine volontiers des univers sombres, violents et masculins, Soma conserve une part d'optimisme et de lumière. Et je crois que c'est précisément grâce à la présence de ces femmes qui prennent soin les unes des autres. Mention spéciale à la relation entre Risa et Cassidy, un amour queer, doux et de confiance, qui fait vraiment du bien dans ce genre de littérature. Je ne peux que recommander Soma. C'est un roman court, donc dans l'air du temps. Il se lit bien, mais sans sacrifier à la qualité.
Bonus, le graphisme jaune et mauve de la couverture, signé Olivier Laude, qui est très punchy, et c'est une belle réussite. On ne va pas se mentir, c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à acheter ce livre. Si vous avez aimé Soma pour le côté petit roman percutant et pour les thématiques féminines, je vous conseille Restart de Katia Lanero Zamora aux éditions Argile. C'est un récit d'anticipation où des femmes rejoignent un club New Age dans l'espoir de devenir une déesse de beauté, mais qui tombent dans une obsession du poids littéralement destructrice. Si c'est plutôt le côté techno et queer qui vous a attiré, vous trouverez peut-être votre bonheur avec Toxoplasma, un roman de Sabrina Calvo. Il se déroule dans un Canada post-apocalyptique où le réel et le virtuel s'entrelacent et il est servi par une écriture étonnante et de grande qualité. Petit avertissement, comme la plupart des lectures mentionnées dans cet épisode, Restart et Toxoplasma touchent à des thèmes sensibles, par exemple la grossophobie ou la violence animale, donc pensez à vérifier les trigger warnings. Oscar et Bray arrivaient, répondit-elle en levant la tête. Ils sont allés en ville se rendre compte des dégâts. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'aime pas les savoir dans un canot. Depuis qu'il est tout petit, Oscar a la mauvaise habitude de laisser filer ses doigts à la surface de l'eau sans faire attention. Cette rivière regorge de serpents et de sangsues, tout le monde le sait. Alors j'ai dit à Bray de garder un œil sur lui. Mais ce Bray du nez étourderie, conclut-elle dans un profond soupir. Sister apparut sur le seuil. Tu les as vus ? Lui demanda sa mère. J'ai vu Oscar, hésita Sister. Bray est avec lui ? Je ne l'ai pas vu. Je veux parler à Oscar, dit Marie-Love en se levant. Maman, Oscar n'est pas seul. Avec qui est-il ? Une dame. Quelle dame ? Demanda Marie-Love Casquet en se dirigeant vers l'entrée de l'église. À une centaine de mètres, elle aperçut son fils en pleine discussion avec une femme bien plus mince et anguleuse qu'elle ne l'était elle-même. Qui est-ce, maman ? Elle est rousse. Je ne sais pas, Sister. Elle est d'ici ? Demanda Hannibal Driver en arrivant dans leur dos. Non, lâcha Marie-Love d'un ton catégorique. Personne à Perdido n'a les cheveux de cette couleur. Blackwater est une saga américaine en 6 tomes, écrite en 1983 par Michael McDowell. J'ai appris en bossant sur cet épisode que c'était lui qui avait écrit le scénario du film Beetlejuice de Tim Burton. La série a beaucoup fait parler d'elle en 2022 à sa sortie en France et j'ai cédé aux sirènes de Booksta. Bien m'en a pris parce que la hype est méritée. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Marie-Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter sans l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Blackwater, c'est une œuvre du genre fantastique, c'est-à-dire ancrée dans la réalité, mais avec des éléments surnaturels et inquiétants. Le récit nous emmène au début des années 1920, dans une petite ville d'Alabama. Tout commence avec une crue dévastatrice qui va bouleverser l'avenir de la famille Casquet. En effet, c'est à cette occasion qu'Oscar Casquet va secourir puis épouser Elinor, une mystérieuse inconnue. Elinor est la véritable héroïne de Blackwater, mais le roman reste très allusif sur ce personnage. Malgré sa forte présence, on ne sait jamais qui elle est vraiment, ce qu'elle pense ou quel est son but. Pourtant, on devine vite qu'elle a des pouvoirs surnaturels et qu'elle vient d'un autre monde. Avec ses cheveux roux, ses métamorphoses et ses dons de devineresse, Elinor me rappelle la figure de la sorcière. Mais c'est aussi une sorte d'ondine d'un genre particulier qui émerge des eaux pour séduire les humains et les perdre. La plupart du temps, le surnaturel reste sous la surface, mais il irrigue toute la saga. Blackwater coche les cases d'un sous-genre que j'aime beaucoup et qu'on appelle le Southern Gothic. Le Southern Gothic s'ancre dans le sud des États-Unis, marqué par une histoire de l'esclavage,
de la ségrégation des personnes noires et de la pauvreté. On y retrouve des paysages de plantations, de bayous, de marais pleins d'alligators. L'aspect gothique va donner à ces récits une ambiance inquiétante, étouffante, parfois macabre. Blackwater y ajoute une touche de surnaturel, un peu comme d'autres romans. Je pense à une partie de la littérature vampirique qui recourt au code du Southern Gothic, les romans d'Anne Rice ou bien Âme perdue de Poppy Z-Brite. En série, on peut même citer True Blood. Vous situez l'ambiance. Blackwater, qui se déroule au début du XXe siècle, ajoute lui aussi à ce paysage Southern Gothic des fantômes qui hantent les penderies et des monstres qui infestent les marais. Et l'intervention du surnaturel, à travers le personnage ambigu d'Elinor, va bouleverser l'équilibre d'une société très cadrée et austère et en secouer les relations. Ce que j'ai adoré dans Blackwater, c'est la finesse psychologique avec laquelle Michael McDowell a décrit des mécanismes familiaux. Il dissèque les relations familiales toxiques, la place des femmes dans une société rigide et les traumas qui se transmettent de génération en génération. Mary Love, la mère, est une figure glaçante, calculatrice, envahissante et particulièrement bien réussie. Plus largement, la saga est centrée sur les figures féminines, qu'elles soient mère, sœur, belle-fille, tante, cousine ou voisine. Elles sont à la fois puissantes et dérangeantes. La manière dont elles tissent ou déconstruisent les familles est un vrai fil rouge de la série. Le succès de Blackwater en France est aussi dû à la beauté de l'édition, parue en 2022. On la doit à la maison bordelaise Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui s'est fait une place dans les librairies grâce aux soins infinis qu'elle apporte à ses livres. On reconnaît les couvertures de Blackwater, signées Pedro Odiarbide, à leur touche art déco et surtout aux dorures abondantes qui, avec le travail d'embossage, créent des reliefs pour capter des jeux de lumière. Un bonheur à admirer dans une bibliothèque. En résumé, la saga Blackwater mérite vraiment l'attention dont elle a bénéficié. Ce sont des romans de 250 pages qui se lisent vite et bien. Juste un avertissement. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu réfractaire aux textes horrifiques, sachez que chaque tome de Blackwater, ou presque, comporte un passage très gore. Ça ne fait jamais plus de 2 pages, mais ça surgit toujours de manière un peu surprenante. Donc si vous êtes tenté mais que vous voulez ménager votre sensibilité, rendez-vous sur Insta et sur le blog. J'indiquerai les pages concernées et un résumé clean de ces passages pour que vous puissiez sauter ces moments un peu difficiles si besoin. Si vous avez aimé Blackwater pour le côté gothique, hantise intergénérationnelle et figure féminine obscure, je vous recommande le court roman fantastique « Nous avons toujours vécu au château » de Shirley Jackson. Pour l'aspect lecture horrifique addictive, rien de tel qu'un bon Stephen King. Entre parenthèses, le roi de l'horreur a déjà dit son admiration pour l'œuvre de Michael McDowell. Salem de Stephen King m'a beaucoup plu. C'est une réécriture de Dracula dans l'Amérique des années 1970. Un must, mais âme sensible s'abstenir. Enfin, pour découvrir le Southern Gothic au-delà de l'imaginaire, le roman Beloved de Toni Morrison sur la hantise et la mémoire de l'esclavage chez une femme noire reste un incontournable. En conclusion, Babel, Soma et Blackwater ont un point commun. Chacun de ces mondes imaginaires tourne autour des rapports de pouvoir. La domination raciste et coloniale, les inégalités de genre et de classe, ou encore la place des femmes dans la hiérarchie familiale. Magie, technologie et surnaturel viennent tour à tour renforcer ces rapports ou les bousculer. Si vous voulez aller plus loin et connaître mon avis détaillé, spoiler inclus, et aussi partager vos ressentis si vous avez lu ces romans, je vous invite à vous rendre sur le blog de la Worldbuildeuse ou sur Insta. Les liens sont en description. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura donné des envies de lecture et je vous dis à très bientôt. C'était les lectures de la Worldbuildeuse. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.